Marie-Sara a 28 ans. Elle est salariée et elle est en couple, mais elle ne vit pas en concubinage. Elle cohabite avec son chat, qu'elle a appelé Chouquette, avec sa Nintendo Switch, qu'elle a appelée Margot, et avec ses blessures relationnelles, dont on reparlera plus tard. Parce que justement, de l'extérieur, Marie-Sara a l'air d'aller plutôt bien. Jusqu'à ses 24 ans, elle n'a donc pas eu plus besoin que ça de mettre un nom sur ce qu'elle ressentait. Il lui semblait que quoi qu'il se passe dans sa tête ne l'empêchait pas de vivre ce qu'elle considérait comme une vie normale. Et pourtant, il lui semble que c'est pas vraiment évident de naviguer à l'intérieur d'elle-même, ou en tout cas que ça devrait peut-être être plus simple. Elle a l'impression que ses émotions arrivent toujours trop vite et trop fort, qu'elle peut aller parfaitement bien et puis que tout peut basculer sans qu'elle comprenne pourquoi, que ses relations commencent toujours de façon très intense et se finissent toujours de façon catastrophique. Elle commence aussi à fatiguer de la manière dont est rythmée sa vie. Elle a des périodes où elle fait tout à fond, où elle dort peu et où elle arrive à concentrer son énergie sur des choses extrêmement demandantes et puis d'autres périodes où elle arrive même plus à sortir de son lit. Et en plus de tout ça, elle a un sentiment assez constant et assez pesant de pas savoir qui elle est, ni ce qu'elle veut. La première fois qu'elle a parlé de tout ça à un psychiatre, elle avait 24 ans. Elle lui a décrit tout ce que je viens de vous décrire, le psychiatre l'a écouté, lui a posé des questions et lui a dit au bout de la deuxième séance qu'elle avait un trouble bipolaire de type 2. Que ces phases où elle n'arrivait plus à faire quoi que ce soit étaient des phases dépressives et que les phases où elle avait trop d'énergie pour se reposer ou pour réussir à dormir à des heures raisonnables selon son rythme de vie à elle étaient des phases hypomaniaques. Et donc elle rentre chez elle avec une ordonnance pour un thymorégulateur et une explication sur ce qu'elle a vécu toute sa vie. Elle est malade, son cerveau ne régule pas correctement son humeur. C'est pas de sa faute, c'est juste chimique, mais c'est chronique. La deuxième fois qu'elle va voir un psychiatre, elle a 26 ans. Elle n'a pas été hyper convaincue de l'efficacité du traitement que le psychiatre précédent lui avait donné. À part la fatiguer encore plus et lui donner la nausée, le thymorégulateur a franchement rien changé de majeur dans sa vie. Et puis le psychiatre lui-même, celui qu'elle est allée voir la première fois il y a 2 ans, il n'était pas non plus d'un grand soutien. Quand elle lui disait que ça marchait pas, il augmentait les doses, et quand il pouvait plus augmenter les doses, il changeait la molécule. De kétiapine en l'amygdale, de l'amygdale en théralite, etc. Donc au final, elle trouve qu'elle s'en sort pas plus mal à changer de psychiatre. Celui-ci l'écoute beaucoup plus. C'est moins bonjour, ordonnance, au revoir. Il lui pose des questions, il lui fait remplir des questionnaires, et finalement, il lui dit que c'est pas forcément de la bipolarité. Il faudrait arrêter d'essayer des thymorégulateurs et commencer une thérapie comportementale dialectique. Marie-Sara rentre chez elle avec un nouveau mot sur ce qui la fait souffrir. Et cette fois-ci, c'est pas son humeur le problème, mais c'est sa personnalité. C'est-à-dire sa manière d'être en relation, de réagir et de se construire en tant qu'individu. Donc c'est pas de la chimie, c'est structurel. Sauf que la thérapie dialectique, c'est bien gentil comme conseil, mais ça se trouve pas à tous les coins de rue. On trouve pas une personne safe avec qui pratiquer ce genre de thérapie comme on trouve une épicerie de nuit à Paris. En fait, ce que lui a dit le psychiatre, c'était pas une proposition, c'était plutôt une recommandation. Il y a des psychiatres qui peuvent pratiquer la thérapie, mais c'est quand même très rare. Et donc on arrive à aujourd'hui, elle a 28 ans, et cette fois-ci elle va voir une psychologue. Elle lui raconte exactement la même chose qu'aux 2 autres, et puis elle raconte les 2 autres. Et la psychologue lui pose une question que personne ne lui avait jamais posée en 4 ans de parcours. Ce coup-ci, on lui demande pas ce qu'elle ressent, on lui demande même pas ce qu'elle n'arrive pas à faire, on lui demande ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et quand Marie-Sara lui répond, la psychologue lui dit « Ce que vous décrivez, ça s'appelle un trauma complexe. Votre système nerveux a appris à fonctionner dans un environnement de stress, d'ambiguïté relationnelle ou de microagression permanente auquel il devait survivre, et il n'a jamais appris à changer de fonctionnement. C'est pas votre humeur qui est malade, c'est pas votre personnalité qui est défaillante, c'est votre corps qui continue de réagir à quelque chose qui n'est plus là. » Et là, Marie-Sara, ça commence sérieusement à la gonfler, cette histoire. En 4 ans, elle a vu 3 professionnels, on lui a dit 3 trucs différents, mais on lui a jamais dit concrètement et explicitement si le truc d'avant était faux. Et du coup, elle sait juste plus du tout qui croire. Parce que le problème, c'est qu'en plus d'avoir des approches différentes, les soignantes et les soignants ne se contredisent jamais directement dans ce genre de situation. Ou en tout cas, il et elle ne nomment pas directement la contradiction. L'explication du deuxième vient par-dessus celle du premier, et c'est à la patiente ou au patient de faire le tri de ce qui doit être conservé ou de ce qui doit être jeté. Le premier, celui qui dit « vous êtes bipolaire », dit que le problème est thymique, que c'est un dérèglement de l'humeur. Mais le deuxième, quand il reçoit une personne qui a déjà un traitement qui a été installé par quelqu'un d'autre, il peut pas explicitement remettre en cause l'expertise de son collègue. C'est dangereux et c'est pas hyper déontologique. Et donc quand on lui demande, il a appris à répondre que oui, les troubles de la personnalité, ça peut causer des troubles de l'humeur, et que les traitements, ça peut être pertinent. Ce qui est au maximum à moitié vrai. C'est compliqué, mais on y reviendra. Et puis quand la troisième arrive, la psychologue, ce coup-ci, tout ce qui s'est construit comme piste diagnostique avant est considéré aujourd'hui comme une suggestion de cadrage clinique. Et si Marie-Sara lui demande « mais du coup en fin de compte je suis borderline ou pas ?», la psychologue lui répondra probablement que le terme borderline c'est une autre façon de parler du trauma complexe. Ce qui est pas faux, mais ce qui est pas tout à fait vrai non plus. Et justement, pour comprendre pourquoi 3 professionnels ont dit 3 choses différentes à Marie-Sara, il faut d'abord comprendre pourquoi ces 3 choses-là peuvent autant se ressembler de l'extérieur.
D'abord en réglant une bonne fois pour toutes le problème qu'on avait abordé dans la vidéo Êtes-vous borderline, c'est-à-dire celui de la régulation de l'humeur. Et de manière générale, une question qu'on pourrait formuler comme ça en disant qu'on soit dans le cadre du borderline, du trauma complexe ou de la bipolarité, de quoi on parle quand on parle de régulation de l'humeur. J'avais dit dans la vidéo sur le test borderline que la question « Est-ce que vous avez du mal à réguler votre humeur ?» était une question qui, posée toute seule, ne permettait pas de distinguer quoi que ce soit. Donc on va déjà commencer par là, c'est-à-dire les différentes choses qu'on peut confondre quand on entend cette question et quand on pose cette question. Chez la plupart des personnes traumatisées, on observe effectivement quelque chose qui ressemble énormément à un cycle. Pas à un cycle d'humeur, mais à un cycle autonomique. C'est-à-dire un cycle qui ne se joue pas à proprement parler au niveau de ce qu'on ressent émotionnellement, mais au niveau de ce que fait le système nerveux autonome. D'où le nom autonomique. Bon, quand on parle de système nerveux, on parle de deux grandes choses. Le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. C'est le poste de commandement. Il s'y passe plein de trucs très importants dont j'ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, et globalement, faut retenir que en psychologie, la moelle épinière, on s'en fout un peu. C'est surtout l'encéphale qui nous intéresse. Et le deuxième, c'est le système nerveux périphérique. Donc on a système nerveux du centre et système nerveux de la périphérie. Centre, périphérie, je crois que les mots, ça devrait aller. Et bien le système nerveux périphérique, lui aussi, il est divisé en deux parties. D'abord, il y a la branche somatique, par laquelle passent les commandes motrices et les informations sensorielles, ce qui veut dire permettre au cerveau de dire aux muscles de bouger, ou permettre aux muscles de dire au cerveau qu'on a la main sur la plaque de cuisson. Ouais, attends 2 secondes. Et puis, il y a la branche autonome, qui est celle qui va vous intéresser le plus, que vous soyez autiste, TDAH, trauma ou plein d'autres trucs. Et vraiment, là, je plaisante pas, c'est-à-dire que si vous devez vous intéresser à un truc pour comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi il y a des trucs qui marchent pas, intéressez-vous à ça avant de vous intéresser au cerveau. Si vous êtes dans une des catégories que j'ai citées tout à l'heure et que vous avez pris l'habitude de dire « mon cerveau il est cassé », je vous jure que vous n'êtes pas prêt à savoir à quel point votre système nerveux autonome c'est pire. La branche autonome ou le système nerveux autonome, c'est un réseau de nerfs et de ganglions qui est réparti un peu partout dans le corps, le long de la colonne vertébrale, dans le thorax, dans l'abdomen et puis jusque dans les organes eux-mêmes. C'est lui qui gère tout ce que votre corps fait sans vous demander votre avis. Rythme cardiaque, digestion, respiration, transpiration, régulation de la température, tension, niveau d'alerte face au danger, etc. Et c'est aussi lui qui décide si votre cerveau a les moyens de réguler vos émotions, de maintenir votre attention et de planifier quoi que ce soit. Parce que quand le système nerveux autonome a décidé qu'il avait plus de ressources pour gérer, le cerveau passe en mode urgence. Et tout ce qui n'est pas immédiatement nécessaire pour survivre, il le lâche. Il faut bien comprendre que pour ces trucs-là, il vous laisse pas le choix, c'est lui qui est aux commandes. C'est pas pour rien qu'il s'appelle autonome. C'est pour vous, hein. Moi c'est plus autonome à ce stade, je crois que c'est dissident. Et quand je vous dis que c'est important de bien comprendre le fonctionnement du système nerveux autonome quand on parle de trauma, c'est que le trauma restructure précisément ce système-là. Ce que le trauma modifie en premier, c'est pas ce que vous pensez, ni ce que vous ressentez d'un point de vue émotionnel, c'est la manière dont votre corps évalue en permanence sans vous consulter si vous êtes en sécurité, ou si vous êtes en danger. C'est ce que Porges appelle la neuroception. Et quand cette capacité à évaluer s'est formée dans un environnement où le danger était réel, fréquent ou imprévisible, le système nerveux autonome continue de fonctionner comme si le danger était toujours là, même quand il ne l'est plus, ou quand il l'est moins, ou quand il l'est plus, mais qu'il y a des trucs qui font que votre environnement il ressemble un peu à quand il l'était. Bref, tout ça, ça produit un cycle. Alors, décrochez pas maintenant, je sais que vous avez envie de savoir ce que c'est les cycles qu'on a quand on est traumatisé, mais il y a un truc quand même sur lequel il faut que je vous prévienne. C'est-à-dire que le cycle dont je vais vous parler, j'étais persuadé à la base que je le sortais complètement de mon cul. Parce que il y a des gens qui m'en parlent, parce que j'observe ça chez plein de personnes, parce que j'ai eu la sensation même de lire très régulièrement des trucs qui ressemblent énormément dans la littérature scientifique, mais quand je faisais des recherches dessus, je me disais, bah merde, visiblement il a pas de nom ce cycle. Parce que le cycle très basique, dépression, hypomanie, il a un nom, ça s'appelle bipolarité de type 2. Le cycle manie-dépression, il s'appelle bipolarité de type 1. Enfin, il y a plein de cycles qui ont plein de noms, celui-là il en a pas. Donc soit j'ai découvert un truc super stylé, auquel cas bah c'est trop la classe, soit j'invente complètement et je passe à côté d'un truc dans les cadres théoriques qui sont bien plus pertinents pour parler de ce que j'essaye de décrire. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Et justement, c'est ça qui est chelou. Ce cycle, il est bien documenté, mais il est documenté par morceaux dans au moins 4 champs théoriques différents qui se parlent même pas forcément. Il n'y a pas un papier un peu complet qui le décrit textuellement. Alors que même quand j'en parle avec des psys, avec des vrais psys, des psychologues cliniciens et cliniciennes, tout le monde me dit bah oui, évidemment que ça existe, tout le monde connaît ce truc-là. Alors soit il y a un effet Mandela et tout le monde croit connaître la source alors qu'elle n'existe pas, auquel cas bah, vous assistez à une première. Soit il y a bien eu un truc à un moment, et bah juste la personne qui a écrit sur ça ou qui a parlé de ça a fait du bruit à un moment et puis s'est fait oublier très rapidement. Donc écoutez, je vous décris le cycle en question et puis après je vous explique d'où il vient et pourquoi je le sors pas de mon cul finalement. Chez les personnes qui souffrent d'avoir vécu dans un environnement traumatisant, on observe,
pas juste moi, c'est un fait, on observe bien 3 phases. La phase d'hyperactivation, la phase d'épuisement cognitif et la phase de dissociation. La première phase, la phase d'hyperactivation, ce que ça veut dire, c'est que la personne va pendant un certain temps faire plein de trucs. Elle est hyper productive, elle parle très vite, elle arrive à avoir des projets et à les mettre en forme, elle dort peu et elle dit elle est super bien. Si vous êtes psychiatre et que vous voyez la personne à ce moment-là, vous pensez hypomanie. Montée d'énergie, désinhibition, sensation de retrouver une consistance, etc. Sauf que c'est justement pas de l'élation, ni de la joie, ni de l'euphorie. C'est de la mobilisation sympathique. La personne s'active, et on va le voir, elle s'active jusqu'à l'épuisement, mais elle s'active dans un contexte où son système nerveux recherche la lutte ou la survie. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles on peut vouloir s'activer, c'est-à-dire dépenser énormément d'énergie très rapidement. La raison thymique, la raison attentionnelle et la raison dissociative. Vous pouvez avoir besoin d'être extrêmement actif ou active pour des raisons thymiques, des raisons d'humeur, c'est-à-dire ne pas sombrer dans la dépression. Vous pouvez aussi vous activer pour des raisons attentionnelles, c'est-à-dire avoir un objectif, un cap clair, comme dirait l'autre, et être sûr que vous n'allez pas vous éparpiller et perdre la capacité de vous mobiliser à nouveau après. Ou vous pouvez vous activer pour des raisons de dissociation, à savoir faire plein de trucs, ça permet de s'ancrer dans le présent et de pas perdre le contact avec la réalité. Et cette hyperactivation, elle nous mène à la deuxième phase, celle de l'épuisement. Le système nerveux ne peut pas tenir ce rythme indéfiniment. Le stress que la phase d'hyperactivation provoque devient le résultat d'un mécanisme durable, et donc les systèmes biologiques s'usent. Je précise que dans cette phrase-là, je dis stress, mais pas au sens où on l'entend d'habitude, stress comme sur une machine, c'est-à-dire l'usure. Ce qui va s'user, c'est pas seulement le système nerveux lui-même, mais aussi le système hormonal, inflammatoire, cardiovasculaire, métabolique, et j'en passe. C'est ce qu'on appelle la charge allostatique, une usure cumulée qui n'est pas que psychologique, mais concrètement physiologique et qui va donc générer un brouillard mental, une fatigue écrasante, une incapacité à prendre des décisions, une perte de motivation et une incapacité à faire facilement des choses qui sont d'habitude automatiques. C'est comme un petit burn-out attentionnel à l'intérieur d'un cycle plus large. Dans cette deuxième phase, la personne qui faisait tout facilement ne peut quasiment plus rien faire. Si vous êtes psychiatre et que vous la voyez à ce moment-là, vous pensez épisode dépressif. Encore une fois, ce à quoi on a réellement affaire, c'est à un corps qui a soit épuisé ses ressources, soit épuisé sa capacité à les mobiliser. J'y reviens juste après sur la charge allostatique. Et donc logiquement, on en arrive à la troisième phase, la phase de dissociation. Quand le système sympathique a tout donné et que la menace, qu'elle soit perçue ou réelle, persiste, le système nerveux bascule en mode dorsal vagal. Le mode dorsal vagal, c'est un mécanisme extrêmement ancien dans notre histoire évolutive qu'on partage même avec les reptiles. Shutdown, engourdissement émotionnel, déréalisation, sensation de ne plus habiter son corps, incapacité à ressentir quoi que ce soit, etc. C'est exactement ce dont on parlait dans la vidéo sur Peluche et Capuche, une incapacité à habiter totalement son corps ou les situations auxquelles il est soumis. Et quand j'en discutais avec la chercheuse Laura Brown, elle me disait que c'était aussi exactement le mécanisme nerveux qu'on retrouve chez l'opossum, qui, quand il est confronté à un danger face auquel il ne peut ni fuir ni se battre, va faire semblant d'être mort. Il va se mettre sur le dos et tirer la langue. Et en fait, il fait pas vraiment semblant d'être mort, c'est pas du jeu d'acteur, il fait pas ça en se disant qu'il va convaincre son prédateur qu'il est vraiment mort. C'est un mécanisme autonome, tout comme l'humain ne dit pas « tiens, je vais dissocier ». Son système nerveux le déconnecte d'une partie de sa conscience pour le protéger. Et ça marche. Il y a aussi un autre truc qui peut se mettre en place, toujours pour cette troisième phase, c'est que la troisième phase apparaisse systématiquement comme une coïncidence à la suite de la phase 2. C'est le fameux « ah, à chaque fois que j'ai un épisode dissociatif, c'est juste après qu'un truc grave me soit arrivé, donc c'est pas un cycle ». Sauf que ça peut ne pas être une coïncidence. Ça peut être mécanique. Parce que quand vous êtes dans la phase 2, la phase d'épuisement cognitif, quand votre corps a épuisé ses ressources et que votre cerveau tourne au ralenti, vous êtes vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle se voit pas juste de l'intérieur, elle se voit de l'extérieur aussi. Vous faites des maladresses que vous auriez pas faites habituellement. Vous avez moins la capacité de maintenir le masking, et donc les gens perçoivent quelque chose de différent chez vous sans forcément savoir quoi. Vous répondez à côté, vous oubliez des trucs, vous avez moins de patience, vous posez moins bien vos limites. Et tout ça, ça produit déjà un sentiment d'échec qui aide franchement pas, mais aussi des situations complexes. Un conflit avec un collègue qui n'aurait pas eu lieu si vous aviez eu l'énergie de tourner votre phrase autrement. Une réaction colérique à un truc qui, un autre jour, vous aurait rien fait. Un message envoyé à la mauvaise personne ou au mauvais moment, ou simplement le fait d'avoir l'air fragile, d'avoir l'air pas bien, ce qui, pour certaines personnes, dans certains environnements, est une invitation à pousser plus fort, voire carrément à vous agresser. Et donc la phase 3 peut ne pas arriver juste parce que le corps lâche de l'intérieur. Elle arrive aussi parce que l'épuisement de la phase 2 crée les conditions pour qu'un événement extérieur vienne provoquer le basculement. Donc c'est pas il m'est arrivé un truc grave et du coup j'ai dissocié, mais c'est plutôt j'étais déjà à bout et le moindre truc de trop a suffi pour que mon système nerveux décide que c'était fini, qu'il n'y avait plus moyen de lutter.
Et puis après tout ça, le système finit par se remobiliser et ça crée une sensation de mieux-être et le sentiment qu'on a enfin retrouvé l'opportunité de nous mettre en action. Et donc on revient à la phase 1. Pas parce que avoir de l'énergie ça veut automatiquement dire la surinvestir, mais parce que quand on a passé plusieurs semaines à ne pas en avoir du tout, et on a envie de l'investir. Et donc le cycle recommence, et ça, c'est même pas forcément pathologique en soi, et c'est même pas forcément très grave, à condition qu'on comprenne ce qui nous arrive, et qu'on sache comment traverser chacune de ces phases sans culpabilité, et en adaptant notre environnement pour les rendre possibles, ou en tout cas habitables. Bon, tout ça, comme je vous le disais, ça vient de 4 champs théoriques différents. D'abord de la théorie polyvagale de Porges, qui décrit 3 niveaux hiérarchiques du système nerveux autonome, j'en ai déjà un peu parlé, je vous mets les sources en description, parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus. Porges, lui, il parle d'une déformation de la neuroception, de l'évaluation automatique de la sécurité et du danger. Et il explique également comment les oscillations autonomiques expliquent des choses qu'on avait interprétées comme des troubles de l'humeur. Ensuite, la charge allostatique, dont j'ai parlé pour la phase 2, ça vient des travaux de McEwen et Stellar au début des années 90, puis de Juster et ses collègues plus récemment. Ce qui est intéressant dans ce concept d'une charge, d'un cumul d'usure du système nerveux autonome par le maintien des efforts, des stress, des triggers et des agressions, etc. C'est qu'il y a à l'intérieur de cette représentation du système nerveux 2 types qui sont distingués. Le type 1, c'est quand le système nerveux autonome n'a pas assez de ressources, pas assez de nourriture, pas assez de sommeil, pas assez de sécurité matérielle, etc. Et le type 2, c'est quand vous avez assez de ressources pour vivre, mais que votre environnement social est invivable. Vous mangez à votre faim, vous avez un toit, vous dormez assez, mais vos relations sont imprévisibles ou violentes. Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le trauma relationnel. Le troisième champ théorique, c'est la fenêtre de tolérance de Siegel, qui est l'idée que chaque personne a une zone dans laquelle elle peut traiter l'information émotionnelle. Au-dessus, c'est de l'hyperactivation, en dessous, c'est de l'hypoactivation. Les personnes traumatisées auraient une fenêtre plus étroite que les autres et basculeraient plus facilement d'un extrême à l'autre. Mon gros problème avec ce que dit Siegel, c'est que c'est extrêmement binaire. Et c'est pour ça qu'à son schéma, je rajoute toujours la deuxième phase, celle d'épuisement cognitif, qui agit comme une transition logique entre les deux. Parce que dans la vraie vie des vrais gens, le traitement des informations, c'est pas un interrupteur. Et puis, quatrième champ théorique, on a le trauma complexe. Donc en anglais CPTSD et en français TSPT-C. Et en l'occurrence, le trauma complexe tel qu'il est défini dans la CIM 11, Classification internationale des maladies 11, qui n'est pas la version utilisée dans l'administration médicale en France. On est encore à la CIM 10 qui n'utilise pas du tout le concept de trauma complexe, et c'est aussi pour ça que c'est un peu plus difficile à diagnostiquer en France. Mais la CIM 11, elle inclut la dysrégulation affective comme domaine central du trauma complexe. Elle le décrit comme soit une réactivité émotionnelle accrue, des explosions, des comportements autodestructeurs, soit une tendance aux états dissociatifs prolongés sous stress et à l'engourdissement émotionnel. C'est littéralement le cycle, avec littéralement hyperactivation ou dissociation. Sauf que le « ou » est trompeur, parce que dans la vraie vie des vrais gens, c'est pas « ou », c'est « et puis ». Et bon, c'est autre chose, un petit aparté, le terme comportement autodestructeur qu'il y a dans la CIM 11, il est ultra problématique là-dedans. Il est problématique partout, mais là, dans ce contexte-là, c'est hyper grave. Parce que justement, l'automutilation, c'est un mécanisme de régulation émotionnelle qu'on utilise quand le système interne fait plus son taf et qu'on n'a pas d'autres outils en main. Donc c'est hyper bizarre de pathologiser de façon hyper spécifique un outil de régulation externalisé que les gens mettent en place dans leur propre vie sans eux-mêmes le comprendre. Enfin bref, c'est vraiment un enfer ce terme. Donc tout ça pour vous dire qu'on a bien 4 cadres théoriques différents qui décrivent des morceaux du même phénomène, mais aucun qui le nomme comme un ensemble logique. On sait que le schéma existe, mais personne ne l'a jamais baptisé. Ce qui est quand même super pratique quand on veut continuer de le confondre avec un trouble de l'humeur. On a bien une étude en 2002 de Königsberg et ses collègues qui mesure dans 6 domaines l'instabilité émotionnelle de 152 personnes diagnostiquées avec des troubles de la personnalité. Et cette étude, elle démontre qu'on est bien sur une instabilité associée aux affects de colère, d'anxiété et de déprime, mais pas sur une oscillation entre dépression et élation, comme on l'aurait dans l'axe cyclotimique ou dans l'axe bipolaire. Et même quand on cherche dans cette direction, la littérature nous montre bien que la bipolarité et la cyclothymie ne sont pas associés de manière significative au borderline. Donc c'est pas non plus une question de comorbidité. C'est une question de psychiatre qui voit effectivement une oscillation, mais qui la regarde pas au bon endroit. Et petit aparté, avant qu'on me dise que je généralise trop et que les psychiatres ne font pas toutes et tous cette erreur, j'aimerais vous apprendre, en toute sympathie et en toute bienveillance, que les psychiatres prescrivent des médicaments psychiatriques à 97% des personnes diagnostiquées borderline. Je vous laisse juste le temps de... Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se concentrer un tout petit peu là-dessus et donner le bénéfice du doute au psychiatre quand les bonnes raisons de le faire représentent au moins un peu plus de 3% des situations dont on parle? Ce serait top. Merci beaucoup. C'est même pas pour moi, c'est pour la santé mentale d'à peu près 2 ou 3% des hommes et 6% des femmes dans notre pays. Et
20% des personnes hospitalisées en psychiatrie. Parce que oui, c'est ça, les chiffres du borderline en France. Donc, c'est une idée comme ça, mais venez, en fait, on se dit que on généralise. On généralise le comportement des psychiatres. Et puis s'il y en a dans le lot qui ne se reconnaissent pas dans le genre de pratique que je dénonce, je vous propose un truc, vous allez voir, c'est super, c'est de pas venir me faire chier et d'aller parler avec vos collègues de ce putain de problème, ok? Encore une fois, ce serait vraiment merveilleux de votre part. Bon, là où c'est important aussi de bien écouter les gens et de bien être informé quand on est concerné, c'est sur le fonctionnement du truc en lui-même. Ce que nous montrent les travaux de Reich, oui je sais, il y a Reich et Königsberg et Siegel dans la même vidéo, me faites pas dire des choses qui vont faire démonétiser la vidéo. Ce que montrent les travaux de Reich en 2014, c'est que l'instabilité du borderline est significativement plus réactive aux événements interpersonnels que celle de la bipolarité. Quand on demande vraiment à Marie-Sara ce qui déclenche ces effondrements, et quand on l'écoute vraiment, elle nous dira jamais que c'est juste rien. C'est une dispute avec ça ou son partenaire, c'est une collègue qui a eu un ton qu'elle n'a pas su interpréter, c'est un message auquel on n'a pas répondu, c'est un sentiment de solitude qui arrive à un moment où elle avait besoin de l'autre. C'est une obligation sociale inévitable et dont elle sait qu'elle sera épuisante. C'est toujours relationnel et c'est toujours une situation où quelque chose dans le rapport à l'autre vient réactiver un truc qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. Dans la cyclothymie, les oscillations peuvent très bien venir et repartir de façon relativement indépendante du contexte. Dans le cas du trouble de l'humeur, c'est endogène, dans celui de Marie-Sara, c'est réactif. Et c'est pour ça que le premier psychiatre s'est trompé, c'est pour ça que les thymorégulateurs ont rien fait, et c'est pour ça que Zimmerman et ses collègues en 2010 trouvent que 40% des personnes qui remplissent les critères du borderline mais pas ceux de la bipolarité sont quand même diagnostiquées bipolaires. Et que Moreno et ses collègues montrent que le diagnostic bipolaire a doublé en une décennie chez les adultes et a été multiplié par 40 chez les enfants et les adolescents. Bon, je vous propose de faire un pas en arrière. Je vous ai promis 3 vidéos sur le borderline pour traiter le truc en profondeur. Et je vous ai pas menti, donc il en reste une. Et je crois même qu'on a fait le plus dur là. Sur toute l'histoire de Marie-Sara, on a finalement traité que le premier sujet, celui du diagnostic de bipolarité par le premier psychiatre. Et on a assez bien établi pourquoi cette distinction, c'est pas un détail. Et quand on se trompe de cadre, on se trompe de soin, et quand on se trompe de soin, c'est la personne en face qui paie. Mais il reste encore quelques trucs qu'on n'a pas encore touchés. Le deuxième psychiatre de Marie-Sara, celui qui lui dit que c'est un trouble de la personnalité borderline, il a raison sur un truc, c'est que effectivement c'est pas de la bipolarité. Par contre, est-ce qu'il avait raison de lui dire que c'était sa personnalité le problème? Et donc, est-ce que la psychologue, celle qui lui a dit que c'était un trauma complexe, avait raison de dire que le borderline, c'était juste un autre mot pour parler de la même chose. Et puis le mot borderline lui-même, dans cette vidéo et dans la précédente, il est placé dans une espèce de tension que j'ai pas encore résolue. Une tension entre le diagnostic de trouble de l'humeur d'un côté et le trauma complexe de l'autre, et une tension entre la légitimité des personnes qui se revendiquent de ce terme-là et la légitimité du reproche que d'autres font à ce terme, celui d'être pathologisant, misogyne, essentialisant, et finalement de n'être qu'un remplacement plus politiquement correct au terme hystérie. Et donc on va revenir sur le borderline et le trauma complexe, et puis sur le mot. Mais on va faire ça dans la 3e vidéo, donc dans la prochaine. La première c'est êtes-vous borderline, la deuxième c'est celle-ci, et puis la prochaine ce sera celle sur le trauma complexe, tout ça. Parce que pour y revenir correctement, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire que de poser le diagnostic de borderline sur une personne. Comprendre pourquoi il y a 3 camps de chercheurs et de chercheuses qui ne sont pas du tout d'accord entre eux sur ce que ça désigne, et comprendre pourquoi leur désaccord dit probablement plus de choses sur la psychiatrie que sur les personnes qu'on diagnostique. Et puis, il faudra parler du mot personnalité, parce que dans trouble de la personnalité borderline, c'est peut-être le mot le plus violent des 3, et c'est celui dont personne parle. Donc voilà tout ce qu'on va aborder dans la prochaine vidéo, et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans celle-là, c'est que le sujet du trauma vous intéresse au moins un peu, et je suis à peu près sûr que vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le trauma collectif et le soin du trauma que j'ai sorti dernièrement, qui s'appelle Ézéchiel, et pourtant c'est vraiment une vidéo qui est super bien, et dans laquelle j'interviewe la chercheuse Laura Brown dont je parlais tout à l'heure, et puis dans laquelle je parle d'un livre de l'Ancien Testament. Donc si vous êtes féministe, vous l'aimerez forcément puisqu'il y a Laura Brown dedans, et puis si vous êtes autiste, vous l'aimerez forcément puisque je parle de l'Ancien Testament dedans. Donc si vous êtes les deux, faudra la regarder 2 fois, quoi.